Un triple homicide survient dans une résidence luxueuse. Les détectives croient d'abord que le meurtrier est un tueur professionnel, mais certains indices démontrent qu'ils ont affaire à un amateur. L'enquête sur la noyade d'une femme en Pennsylvanie aux États-Unis fait des vagues jusqu'en Caroline du Nord et de sombres secrets refont surface. Des détectives qui enquêtent sur le meurtre d'une jeune fille mettent à jour une sordide entreprise familiale. Toutes les familles ont des secrets. Mais quand on découvre de véritables squelettes dans leurs placards, on doit faire appel à des experts judiciaires pour élucider ces complots de famille. Le dimanche de Pâques 1992, les Ewell se préparaient à rentrer à la maison après un week-end passé au bord de la mer dans leur résidence secondaire. Dale et sa femme Glee repartaient pour Fresno à 360 km de là avec leur fille aînée. Ils laissaient derrière eux leur fils Dana, 20 ans, étudiant à l'université. Ce dernier restait encore quelques jours. Il avait prévu passer la soirée dans la famille de sa petite amie. Dana ignorait qu'il les voyait en vie pour la dernière fois. 2 jours plus tard, après avoir maintes fois tenté de les joindre par téléphone, il appela un voisin afin que ce dernier vérifie si ses parents étaient là. Le voisin et la bonne des Ewell firent une découverte macabre. Monsieur Ewell était étendu par terre. Il semblait avoir reçu une balle dans la nuque. Les détectives du bureau du shérif de Fresno fouillèrent la maison. Dale n'était pas la seule victime. Sa fille, Tiffany, et son épouse Glee avaient aussi été tuées. Comme son père, Tiffany avait reçu une balle dans la nuque. Quant à Glee, elle avait sans doute vu son assaillant. Elle semblait avoir tenté de prendre la fuite, mais avait été arrêtée en recevant des projectiles dans le dos et aux épaules. Le résidu de poudre explosive sur son chandail indiquait que le tueur avait ensuite tiré à bout portant. Tout portait à croire que les Ewell avaient été assassinés dès leur arrivée à la maison. Les détectives retrouvèrent les résidus de 5 balles sur la scène du crime et d'une 6e dans le corps de Glee. Il y avait une boîte de munitions de 9 mm entamée et l'étui d'une arme à feu dans la chambre à coucher du couple. À l'intérieur de l'étui se trouvait le mode d'emploi d'un pistolet Browning calibre 9 mm. La maison avait été saccagée. S'agissait-il d'un cambriolage qui avait mal tourné? Les indices recueillis sur la scène du crime ne corroboraient pas cette hypothèse. Il n'y avait pas de traces d'entrée par effraction. Plusieurs objets de valeur dans la collection d'armes à feu de Dale Ewell étaient toujours là. Plutôt que d'emporter les objets de valeur dans des têtes d'oreiller, l'intrus avait étendu des draps sur un lit et y avait mis des objets sans valeur comme des cassettes audio et quelques pièces de monnaie. Le meurtrier semblait être entré et sorti sans se faire remarquer, mais il ne s'agissait pas d'un cambriolage professionnel, selon le détective John Souza. Un cambrioleur expérimenté fouille dans les commodes un peu partout, en commençant par le bas et en remontant. De cette façon, il n'est pas obligé de refermer les tiroirs. Il ouvre celui du bas et ensuite le suivant, et il les laisse ainsi tous ouverts. Mais ici, nous avions un peu de tout. La personne ne semblait pas avoir de méthode. Le crime avait cependant été planifié dans les moindres détails. Plusieurs voisins se trouvaient dans leur jardin ce dimanche de Pâques, et personne n'avait rien remarqué d'anormal chez les Ewell, ni entendu de coup de feu. L'évidente préméditation forçait les détectives à ne pas écarter la possibilité qu'il s'agisse de tueurs professionnels. Il ne fallait pas non plus négliger la possibilité que le meurtrier puisse revenir terminer son travail en tuant le dernier survivant de la famille,
Dana Ewell. À son arrivée, Dana rencontra les détectives. Il craignait peut-être pour sa vie, mais il cachait bien ses émotions, tout comme sa peine d'ailleurs. On venait de lui annoncer que sa famille était décédée, toute sa famille. Il n'a pas versé une larme. J'étais abasourdi. Je me suis dit qu'il valait peut-être mieux lui laisser le bénéfice du doute, qu'il était peut-être en état de choc. Dana déclara à la police que sa mère avait déjà travaillé pour la CIA. Quant à son père, il était propriétaire d'un commerce d'avions et avait la réputation d'être dur en affaires. Il n'avait vraisemblablement pas amassé sa fortune de 8 millions de dollars sans se faire quelques ennemis. Les détectives fouillèrent le passé de la famille à la recherche de quelques secrets, mais ne découvrirent rien d'anormal. Glee avait été traductrice pour le compte de la CIA et sa feuille de route était sans histoire. Quant à Dale Ewell, bien qu'il ait eu quelques ennemis, aucun n'avait de mobile pour le tuer, lui et sa famille. La police demanda à Dana de vérifier la maison et de leur indiquer si quelque chose y manquait. Étonnamment, ce dernier ne sembla pas troublé en apercevant la moquette couverte de sang, mais il s'indigna de constater que les analystes avaient endommagé une lampe. Dana commença à dilapider son argent tout de suite après les funérailles. Il couvrait sa petite amie de cadeaux somptueux et déboursa même 130 000 $ pour s'acheter un avion personnel. Dana avait un comportement suspect, en dépit du fait qu'il ait un alibi. Lorsque le triple homicide s'était produit, il se trouvait à 4 heures d'avion de la résidence familiale. Il était dans la famille de sa petite amie. Le père de cette dernière, un agent du FBI, pouvait le confirmer. Dana avait un mobile pour tuer ses parents puisqu'il touchait la fortune de son père. Mais il avait un alibi à toute épreuve. Il ne pouvait pas être celui qui avait appuyé sur la détente. Il fallait espérer que les analyses permettraient de découvrir qui avait commis ces meurtres. Malheureusement, les indices étaient rares. Il n'y avait aucune empreinte de pas ou d'empreinte digitale. Le tueur avait même récupéré les douilles. Les seuls éléments de preuve dont les policiers disposaient étaient les 6 projectiles de 9 mm utilisés pour commettre les meurtres. Ils furent envoyés aux experts en balistique du bureau du shérif de Fresno. Ces derniers confirmèrent que les projectiles provenaient bien de la boîte de munitions découverte sur une des tables de nuit. Les rayures et cloisons étaient identiques sur tous les projectiles, ce qui signifiait qu'ils avaient tous été tirés avec la même arme. Des tirs d'essai furent ensuite effectués avec un pistolet Browning, identique à l'arme volée sur la scène du crime. Les marques étaient très différentes. Certaines marques sur le projectile indiquent la vitesse avec laquelle il effectue une rotation. Ces marques de rotation ne correspondaient pas. Pour un Browning, la distance de rotation est de 25 cm, alors que celle de l'arme du crime était de 30 cm. Pour l'expert en balistique Alan Boudreau, cette différence était très significative. Il était évident que l'arme qui avait été utilisée pour tuer ces 3 personnes n'était pas le Browning. Il y avait d'autres marques sur les 6 projectiles, des rainures profondes. Elles intriguèrent Boudreau. Je n'avais jamais rien vu de tel en 24 ou 25 ans de carrière. Les photos de ces projectiles furent envoyées à plusieurs laboratoires judiciaires américains. Malheureusement, aucun spécialiste ne pouvait expliquer la présence de cette profonde rainure. Quelqu'un avait tiré 6 projectiles et pourtant aucun voisin n'avait entendu de coup de feu. Le canon de l'arme avait laissé des marques inhabituelles sur les balles. Était-il possible que l'arme ait été modifiée? On y avait peut-être ajouté un silencieux. Malheureusement, les experts du bureau du shérif de Fresno n'avaient pas énormément d'expérience en la matière. Je n'avais jamais travaillé sur un cas où le meurtrier avait utilisé un silencieux. On en voit beaucoup à la télé. En fait, c'est plus fréquent à la télé que dans la réalité. Les silencieux sont rarement utilisés. C'est même tout à fait inhabituel.
Si l'intrus avait utilisé un silencieux, cela signifiait que les meurtres étaient prémédités. Ce silencieux signifiait que cet individu était venu pour tuer. Il n'y avait pas d'autre explication. Après l'analyse balistique, les experts examinèrent les résidus prélevés sur le chandail de Glee. Lorsqu'un individu tire à bout portant, il n'est pas rare de retrouver des traces de métal. Dans ce cas-ci, il y avait des traces de caoutchouc, de laine d'acier et de fibres jaune vif. Déterminer d'où provenaient ces matériaux était pratiquement impossible, mais il était cependant possible de présumer qu'ils aient servi à modifier l'arme. Le soir du dimanche de Pâques, un individu était donc entré chez les Ewell pour les tuer. Il avait ensuite saccagé la maison pour maquiller la scène, puis volé l'arme de la victime pour mettre les policiers sur une fausse piste. Il avait cependant utilisé les projectiles qu'il avait trouvés sur les lieux. Le meurtrier savait donc qu'une boîte de munitions de 9 mm se trouvait dans la table de nuit de Dale Ewell. Seules quelques personnes connaissaient cette cachette et 3 d'entre elles étaient mortes. Les enquêteurs fouillèrent avec plus d'attention le passé de Dana. Les étudiants de Santa Clara le décrivirent comme un élève bon chic, bon genre, plutôt solitaire et obsédé par l'argent. Ses camarades de classe trouvaient plutôt bizarre que son meilleur ami soit un étudiant du nom de Joel Radovsich, qui avait pratiquement été expulsé de l'université pour avoir volé du mobilier. Lorsque Joel reçut la visite des détectives, il était sur la défensive. Il déclara qu'il ne connaissait presque pas Dana. Quant à son alibi le jour de Pâques, la police fut incapable de le vérifier. Dana fut mis sous surveillance. Joel emménagea chez lui 2 mois après les meurtres et y resta jusqu'au mois d'octobre. Pendant tout ce temps, Dana réglait toutes les factures de son ami. Il dépensa même des milliers de dollars pour lui payer des leçons de pilotage d'hélicoptère. Pourtant, Joel avait nié le connaître lorsque les détectives l'avaient interrogé à son sujet. Pourquoi les 2 jeunes hommes cachaient-ils leur amitié? Partageaient-ils un autre secret plus sordide encore? Plus d'1 an après le triple homicide d'une famille aisée de Fresno, les détectives tentaient toujours de prouver l'implication de Dana Ewell et de Joel Radovsich. Les 2 amis se savaient surveillés par la police. Lorsque Dana retourna étudier à Santa Clara le printemps suivant, ils ne communiquèrent plus que par téléavertisseur et téléphone public. Ewell était très doué pour semer les détectives. Dana Ewell protégeait constamment ses arrières. Il était très prudent. Il se rendait au Jet Center de l'aéroport de San José, où presque toutes les cabines téléphoniques étaient isolées, et il y faisait la plupart de ses appels. Il nous était impossible d'entendre ses conversations téléphoniques, même si nous étions juste à côté. Joel n'était pas aussi prudent que son ami. On l'avait même entendu confier à Dana qu'il était préoccupé par les indices que la police avait recueillis. Malheureusement, il en faudrait plus pour les impliquer dans les meurtres. La police obtint alors un mandat l'autorisant à se procurer un double du téléavertisseur de Joel. Ainsi, on saurait à quel moment il recevait ses appels. Quelques semaines s'écoulèrent avant qu'un appel suspect ne soit enregistré. Puis, en octobre 1993, un homme inconnu de la police laissa un message à Joel. Son nom était Jack Ponce. Ponce et Radovsich se rencontraient à l'occasion pour faire des exercices de tir ensemble. Lors d'un interrogatoire, Ponce reconnut avoir fait l'acquisition d'un fusil semi-automatique de la Feather Industry d'un calibre de 9 mm 11 jours avant le meurtre des Ewell. Il avait acheté cette arme pour tuer des opossums. Le choix de l'arme était plutôt étrange. Lorsque la police demanda à Ponce de la leur remettre, ce dernier déclara se l'être fait voler. Si les détectives parvenaient à relier cette arme aux balles et aux résidus recueillis sur la scène du crime, peut-être pourrait-il ainsi démontrer l'implication de Radovsich et Ewell dans le triple homicide.
Ponce, craignant d'être impliqué dans cette affaire de meurtre, décida de passer aux aveux. Il reconnut avoir acheté ce fusil pour Joel. Quelques jours plus tard, Joel lui avait confié avoir tué la famille Ewell et lui avait demandé de se débarrasser de l'arme, ce qu'il s'était empressé de faire. La police ne parvint pas à la retrouver. Cependant, les détectives découvrirent que Dana avait fait l'acquisition d'un livre sur la fabrication de silencieux. J'ai acheté le même livre en 2 exemplaires. J'en ai gardé un et j'ai donné l'autre à Allen Boudreau et je lui ai demandé de me fabriquer un silencieux à partir des instructions données dans ce livre. Boudreau s'exécuta. Il devait utiliser entre autres des balles de tennis et de la laine d'acier, ce qui correspondait aux résidus recueillis sur le chandail de Glee Ewell. Mais il fallait absolument tenter de retrouver l'arme utilisée lors du triple homicide. C'était un élément de preuve crucial. Les détectives questionnèrent 90 fabricants d'armes à feu pour découvrir que le fusil semi-automatique de 9 mm de la Feather Industry était la seule arme dont la longueur de rotation était de 30 cm. La police n'avait pas retrouvé l'arme de Ponce, mais Boudreau pouvait tout de même effectuer des tirs d'essai avec une arme du même modèle. Comme le numéro de série de l'arme avait été enregistré lors de son acquisition, il serait peut-être possible d'en retracer une dont le numéro était rapproché. Ainsi, le canon serait pratiquement identique. Boudreau effectua des tirs d'essai à travers un papier autocollant pour emprisonner toutes les particules. Les résidus obtenus furent ensuite comparés à ceux découverts sur les vêtements de Glee. Les détectives retrouvèrent les mêmes fibres jaunes, les mêmes particules de caoutchouc et de la laine d'acier. Il n'a pas été difficile de déterminer qu'il y avait bien des particules de balles de tennis sur le chandail de Madame Ewell et de constater que j'avais obtenu les mêmes résultats en fabriquant le silencieux à partir des informations fournies par le détective Souza. Les projectiles obtenus lors des tirs d'essai étaient pratiquement identiques à ceux qui avaient été recueillis sur la scène du crime. La longueur de la rotation était identique. Les profondes rayures ressemblaient en tout point à celles des balles meurtrières. De plus, le même type de résidu avait été expulsé de l'arme. Aucune autre sorte d'arme n'aurait pu donner des résultats aussi concluants. En mars 1995, près de 2 ans après les 3 homicides, la police put procéder à l'arrestation de Dana Ewell et de Joel Radovsich. Les policiers pouvaient enfin réunir toutes les pièces du puzzle. Le jeune Dana aimait l'argent et enviait la fortune de son père. Avec l'aide de son ami Joel, il avait comploté pendant 1 an pour tuer sa famille et faire croire à la police qu'il s'agissait d'un cambriolage. En échange de son aide, Dana avait promis à Joel la moitié de son héritage de 8 millions de dollars. Pendant que Dana se fabriquait un alibi à 360 km de la résidence familiale, Joel s'était introduit dans la maison avec un double de la clé. Il avait d'abord tué la sœur de Dana et sa mère et avait ensuite attendu Dale. Les 2 complices étaient convaincus que sans l'arme du crime, la police ne pourrait jamais prouver leur culpabilité. Dana et Joel croyaient avoir pensé à tout, mais leur plan n'était pas à toute épreuve. Ils ne passèrent jamais aux aveux. En mai 1998, Joel Radovsich et Dana Ewell furent jugés coupables de 3 meurtres au premier degré et condamnés à la prison à perpétuité. Dans le cas Ewell, les soupçons constants des détectives avaient réussi à miner le complot de ces 2 jeunes hommes. Ailleurs, aux États-Unis, un commentaire anodin allait conduire la police à ouvrir une enquête pour meurtre. Le 7 novembre 1994, à Allegheny, dans l'État de Pennsylvanie, le service d'urgence reçut un appel de détresse d'un homme du nom de Timothy Boskowski. Sa femme, Marianne, avait perdu connaissance dans leur spa. Les ambulanciers tentaient de la réanimer lorsque les policiers arrivèrent sur les lieux. Malheureusement,
il était trop tard. Elle fut victime d'un arrêt cardiaque dans l'ambulance. Les médecins ne parvinrent pas à réanimer la jeune femme de 35 ans. Le taux d'alcool dans son sang était de 0,22, 2 fois la limite légale aux États-Unis. Boskovski déclara à l'infirmière que son épouse Marianne était alcoolique et que c'était sans doute pour cette raison qu'elle s'était noyée. En Pennsylvanie, toute mort accidentelle doit faire l'objet d'une enquête policière. On envoya donc des experts examiner la scène. Les détectives interrogèrent les parents de Boskovski qui étaient venus s'occuper de leurs petits-enfants pendant que le père était à l'hôpital. Le père de Boskovski mentionna que ce n'était pas la première fois que son fils traversait une telle épreuve. Sa première épouse était morte 4 ans plus tôt, presque jour pour jour. Lorsque Timothy Boskovski revint de l'hôpital, les détectives l'attendaient. Ce dernier donna sa version des faits. Il avait calculé que Marianne avait bu entre 13 et 15 canettes de bière au cours de la journée. À 23h30, le couple avait bu une bouteille de vin en relaxant dans le spa. Plus tard, il était sorti du spa alors qu'elle avait décidé d'y rester un peu plus longtemps. À son retour, il l'avait trouvée gisant sur le côté. Les détectives fouillèrent la maison. Il y avait bien de la bière dans le réfrigérateur et un sac rempli de canettes vides. Mais ces canettes étaient sèches à l'intérieur. Visiblement, elles traînaient là depuis quelques jours. Si elles avaient été ouvertes le jour même, il y aurait eu du liquide au fond. Ces indices contredisaient la déposition de Boskovski, qui avait déclaré que Marianne avait bu de la bière jusqu'à tard ce soir-là. Les détectives apprirent qu'une amie de Marianne lui avait parlé au téléphone plus tôt, ce même après-midi, pendant 1h30. Selon elle, Marianne ne semblait pas avoir trop bu. Plus l'enquête progressait, plus la mort de Marianne Boskovski donnait l'impression d'un sordide déjà-vu. Si elle avait été assassinée dans le spa, il n'y avait pas beaucoup d'indices, aucune trace de lutte. Tout ce dont les détectives disposaient, c'était quelques déclarations contradictoires. Timothy Boskovski accepta de se rendre au poste de police pour y subir un interrogatoire plus poussé. Pour le détective Jimmy Svetic, ces déclarations étaient si précises qu'elles sonnaient faux. Une des choses qui me semblait bizarre, c'est à quel point il était précis avec l'heure. À 1h moins 10, il avait fait ceci, Marianne avait fait cela à 1h moins 8, à 1h05, il avait mis ses chaussures. Pendant l'interrogatoire, les détectives remarquèrent une égratignure au cou de Boskovski. Ils lui demandèrent d'enlever sa chemise. Son dos était strié de profondes égratignures. Boskovski expliqua qu'il revenait tout juste d'une croisière avec Marianne. Pendant qu'il était dans le spa avec elle, il lui avait demandé qu'elle lui gratte le dos car il avait attrapé un coup de soleil. Mais son explication était invraisemblable. Le suspect avait la peau très claire et les marques étaient trop profondes. Il s'agissait vraisemblablement de marques de lutte. Lorsque les détectives questionnèrent Boskovski à propos de sa première femme, son comportement changea du tout au tout. Il déclara qu'il ne poursuivrait pas l'interrogatoire sans la présence de son avocat. Les policiers n'avaient pas assez d'informations pour le retenir
il fut remis en liberté. Les détectives téléphonèrent immédiatement à la police de Greensboro, en Caroline du Nord, là où Boskovski et sa première femme vivaient quelques années plus tôt. Il y avait une série de ressemblances troublantes entre les deux Madame Boskovski. Il avait rencontré les deux, Marianne et Hélène, lors de soirées pour célibataires organisées par sa paroisse. Elles enseignaient toutes deux l'histoire religieuse et avaient le même poids. Mais la ressemblance la plus troublante était celle de leur mort. Selon la police de Caroline du Nord, Boskovski avait téléphoné au service d'urgence un dimanche soir de novembre, exactement comme en Pennsylvanie. Lorsque les ambulanciers étaient arrivés, ils avaient trouvé Boskovski en train d'administrer la respiration artificielle à Hélène sur le carrelage de la salle de bain. Boskovski avait déclaré que sa femme avait bu ce soir-là, qu'elle avait perdu connaissance dans sa baignoire et s'était noyée. Les détectives de Caroline du Nord avaient des soupçons à son sujet, mais, faute de preuves, ils n'avaient pas pu réfuter ses déclarations. On ne parvint pas à déterminer la cause exacte du décès et Boskovski ne fut pas poursuivi. 4 ans plus tard, les détectives de Pennsylvanie étaient confrontés eux aussi à l'éventualité que cette enquête ne soit jamais résolue. Pour aller devant les tribunaux, il ne suffit pas d'avoir des soupçons. Il faut être capable de mettre les indices bout à bout et obtenir quelque chose de cohérent. Mais dans ce cas-là, nous n'avions rien. Les circonstances étranges de la mort de ces deux femmes laissaient entendre qu'il s'agissait de meurtre. Mais sans témoin, il serait difficile de le démontrer. Seul le cadavre de Marianne pouvait encore fournir des arguments irréfutables. Autrement, Boskovski s'en tirerait encore une fois. On procéda d'abord à un examen du corps. Il n'y avait aucune trace de traumatisme externe, seules quelques ecchymoses récentes. Mais ces blessures avaient pu être causées par les ambulanciers. Le médecin légiste chercha ensuite les signes caractéristiques d'une mort par noyade. Pour le coroner Cyril Wecht, il était évident que la respiration de Marianne n'avait pas été coupée par l'eau. Les poumons ne contenaient pas d'eau. Ils n'étaient pas lourds. Si elle était morte par noyade, il y aurait eu une certaine quantité d'eau dans ses poumons. Il y avait des traces d'hémorragie dans les yeux de la victime et à l'arrière de sa langue. Il y avait aussi des blessures importantes sur le muscle de son cou. Tout indiquait qu'elle était morte par strangulation. Après une violente lutte, quelqu'un lui avait saisi le cou et l'avait étranglée. Les conclusions du coroner de Pennsylvanie retinrent l'attention de John Batts, le coroner de l'État de Caroline du Nord. Était-il possible qu'Hélène, la première femme de Boskovski, soit également morte par asphyxie 4 ans plus tôt? Il n'y avait aucune indication à cet effet dans le rapport d'autopsie, mais peut-être que le médecin légiste de l'époque n'en avait pas remarqué les signes. Bien que le corps d'Hélène ait été enterré depuis longtemps, il restait encore des photos de l'autopsie. Peut-être était-il possible de corriger une erreur judiciaire. 4 ans après le décès d'Hélène Boskovski dans sa salle de bain, les détectives de Caroline du Nord eurent enfin l'occasion de prouver qu'elle avait été assassinée. Le médecin légiste John Batts remarqua des blessures suspectes sur une des photos prises lors de l'autopsie. Un des éléments importants de l'affaire étaient des marques suspectes au bas de la poitrine de Mme Boskovski, dans la région du haut de l'abdomen. Elle avait une série de blessures linéaires de forme allongée, comme on peut le voir sur cette photo.
Ces blessures parallèles correspondaient à la coulisse de la porte de douche. Lors de l'autopsie, les médecins légistes n'y avaient pas fait attention. Mais maintenant que les soupçons pesaient sur Boskovski, Butts avait décidé de les examiner de plus près. Elaine semblait avoir été littéralement écrasée à mort. La blessure a été produite lorsque l'abdomen de cette femme, ou plutôt le haut de sa poitrine, a été écrasé contre la coulisse de la porte de la douche. C'est ce qui a causé sa mort. C'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Ces nouvelles découvertes des experts de la Caroline du Nord allaient relancer les détectives de Pennsylvanie. Ils apprirent que les deux femmes avaient toutes deux l'intention de quitter leur mari. Elles étaient mortes avant de changer le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire celui de Boskovski, sur leur assurance vie. Ce dernier semblait avoir trouvé le moyen de résoudre ses problèmes financiers et de s'éviter une éventuelle bataille juridique. Lorsqu'il avait été confronté à la même situation avec Marianne, sa deuxième épouse, il s'était contenté de mettre à exécution un plan qui avait déjà fonctionné. Heureusement, grâce à l'ingéniosité des détectives de Caroline du Nord et de Pennsylvanie, Boskovski ne pourrait plus remettre ce plan à exécution. En 1996, il fut jugé coupable du meurtre d'Elaine et en 1999, il fut condamné à mort pour le meurtre de Marianne. Le sombre passé de Tim Boskovski avait fini par le rattraper. Dans l'État du New Jersey, la police devait examiner le passé d'une famille pour résoudre un homicide. Très tôt, le 4 mars 1995, un homme de Paterson, au New Jersey, s'entraînait à la course à pied alors que la ville était encore endormie. Sur son chemin, il remarqua quelque chose d'étrange. Un sac de couchage se trouvait sur le sentier. Des pieds en dépassaient. Intrigué, le coureur se pencha pour l'examiner de plus près. Il se rendit alors compte que la personne qui s'y trouvait était morte. Les policiers constatèrent le décès, puis interrogèrent le coureur et fouillèrent le secteur. La victime était une jeune femme âgée entre 18 et 24 ans. Elle avait été battue. Il y avait des taches de sang à l'intérieur du sac de couchage, mais il n'était pas détrempé, ce qui signifiait qu'elle y avait été mise après son décès, probablement pour être transportée jusqu'à cet endroit. Le détective Mike Corsari menait cette enquête. Nous savions que c'était un meurtre. Nous savions que la scène du crime n'était pas à cet endroit. Il nous fallait d'abord déterminer qui avait pu commettre ce meurtre. L'enquête d'un homicide est généralement basée sur la découverte d'une victime. Dans ce cas-ci, elle n'avait pas encore d'identité. Sa mort avait été causée par de violents coups à la tête avec un objet contondant. Il n'y avait eu aucune agression sexuelle. Les parties tachées de sang de ses vêtements furent soigneusement découpées et le sang analysé. Si certaines taches de sang ne provenaient pas de la victime, on pourrait peut-être les comparer à celui d'un éventuel suspect. Malheureusement, les analyses révélèrent que le sang était exclusivement celui de la victime. Il n'y avait aucune trace de son meurtrier. Au service d'identification de l'État du New Jersey, on numérisa une copie des empreintes digitales de la victime dans un ordinateur. Ce système automatisé permet de comparer les données de tous les services de police du pays. En seulement quelques heures, la victime fut identifiée. Il s'agissait de Tara Carter, âgée de 18 ans. On avait déjà pris ses empreintes parce qu'elle avait déjà été accusée de vol à l'étalage. Ses parents ne vivaient plus dans l'État du New Jersey, mais les policiers parvinrent à retracer sa sœur. On présenta une photo de la victime à un ami qui l'accompagnait, car elle avait du mal à la regarder.
L'ami confirma qu'il s'agissait bien d'elle. Tara Carter était morte. Tara avait dit à sa sœur qu'elle devait passer le week-end avec son petit ami. Ses copains l'appelaient Original. Elle ne savait pas quel était son vrai nom ni où il vivait. Selon elle, Tara louait une chambre chez une veuve du nom de Celestine Payne. Peut-être cette dernière pourrait-elle leur apporter des informations. Payne louait des chambres à l'occasion. Sa maison était située dans un quartier voisin. Les détectives lui rendirent visite. La veuve semblait disposée à aider la police. Elle nous a montré la chambre où Tara dormait avec ses 2 filles. Le détective Reyes et moi-même avons examiné la chambre. Nous cherchions un calepin de numéro de téléphone ou quelque chose qui ait pu contenir le nom de ses amis. À ce moment-là, nous n'avions pas d'autres pistes. Tara faisait partie de la famille Payne. Elle était la meilleure amie de Wendy, la fille de Celestine. Les 2 jeunes femmes avaient partagé la même chambre jusqu'à ce que Wendy parte vivre en Caroline du Sud. Les détectives examinèrent les effets personnels de Tara. Au premier coup d'œil, il n'y avait rien de particulier. Celestine Payne n'en savait pas plus sur Original, le mystérieux petit ami de Tara. La police lui demanda de lui transmettre le message de se présenter au poste si jamais elle le voyait. Entre-temps, les détectives devaient recueillir des informations sur la victime. Payne les conduisit au sous-sol où Tara avait rangé d'autres effets personnels. Quelque chose attira bientôt leur attention. Il y avait des gouttelettes de sang sur le sol de la cave. Le détective Reyes a eu le réflexe de dire à Madame Payne de ne toucher à rien, que le meurtre avait peut-être été commis à cet endroit. Et elle a répondu « Eh bien, si c'est arrivé ici, je veux le savoir ». La disposition des gouttelettes et la quantité de sang étaient suspectes, mais ne signifiaient pas nécessairement qu'il y avait eu homicide à cet endroit. Il faudrait procéder à des analyses plus poussées. Une traînée de sang descendait d'une des solives du plafond. Il y avait une tache de sang juste au-dessous, ce qui indiquait que le sang provenait peut-être de l'étage supérieur. Celestine Payne autorisa la police à effectuer une fouille plus exhaustive de sa maison. Elle nous a dit « Je veux savoir ce qui en est, peu importe ce que vous devrez faire ». Pendant que l'équipe d'experts judiciaires se partageait le travail, les détectives poursuivirent leur enquête. Ils retournèrent fouiller le placard de la victime qui se trouvait juste au-dessus des taches de sang du sous-sol. Ils découvrirent des traces de sang sur les murs et le fond du placard, en plus de vêtements tachés de sang. Il semblait bien qu'un homicide s'était produit dans cette maison. Des échantillons de sang furent envoyés au laboratoire judiciaire de la police de l'État du New Jersey afin d'en identifier les marqueurs génétiques. Notre code d'ADN est composé de protéines immuables. L'analyse des marqueurs génétiques n'est pas aussi précise que l'analyse d'ADN, mais très souvent, elle permet d'identifier un individu, puisque certains marqueurs sont plus rares que d'autres. C'est la spécialiste Cynthia McSweeney qui était chargée de cette tâche. Je suis parvenu à déterminer que seulement 3% de la population noire présente de telles caractéristiques génétiques. Tara Carter faisait partie de ce 3%. Les résultats démontraient qu'elle avait été tuée à l'intérieur de la maison. Celestine Payne fut conduite au poste de police pour y être interrogée. Elle déclara au détective que la dernière fois qu'elle avait vu Tara, c'était le vendredi 3 mars à 11h, soit le jour précédant la découverte de la victime. Tara lui avait dit qu'elle partait faire des courses. Comme Celestine et son fils avaient eux aussi des courses à faire, ils étaient partis presque toute la journée. À son retour, un homme appelé Charlie Pinchum l'attendait sur la véranda. Pinchum était l'ancien petit ami de Wendy, la fille de Celestine, et il lui arrivait de s'arrêter pour les saluer de temps à autre. Celestine ignorait où il vivait.
C'était peut-être lui qui avait commis le meurtre pendant son absence. Son nom fut ajouté à la liste des suspects. Les experts fouillèrent la maison pendant que se poursuivait l'interrogatoire de Célestine. En plus des taches du placard de la chambre de Tara, ils découvrirent du sang dans la cuisine. Ils démontèrent les tuyaux sous l'évier afin de vérifier s'il y avait eu une accumulation. Nous avons recueilli près d'une centaine de pièces à conviction à cet endroit, incluant des traînées de sang et des échantillons prélevés sur des cotons-tiges. Nous avons démonté l'évier et nous l'avons enlevé. Il y avait des fragments de crâne dans le tuyau. Nous avons aussi découvert des cheveux dans les toilettes et d'autres indices. C'est à partir de ce moment que l'enquête a vraiment commencé. Le petit ami de la victime, qui se faisait appeler Original, avait appris que la police le cherchait. Il se présenta au poste de police. Il avait un alibi. Pour le moment, il ne faisait pas partie des suspects. Il n'y avait plus que le mystérieux Charlie Pinchum et la veuve Célestine Payne. Mais les détectives ignoraient où se trouvait Charlie Pinchum. Quant à Célestine Payne, aucun indice ne l'impliquait directement dans l'homicide. Ce n'était pas la première fois que des agents de police se retrouvaient chez les Payne. En examinant le dossier, le sergent détective Ronald Humphrey se rappela un incident antérieur. Un homme avait aussi été poignardé chez Célestine Payne, 1 an ou 1 an et demi plus tôt. Il s'appelait Eugene Cooper. Je me rappelle qu'il vivait là, mais je ne l'avais pas interrogé. Il était aux soins intensifs et nous n'avons jamais pu lui parler. À sa sortie de l'hôpital, Cooper avait refusé de porter plainte et avait disparu. 18 mois plus tard, les détectives parvinrent à retrouver sa trace et à le rencontrer afin de vérifier s'il y avait un quelconque lien entre lui et l'homicide de Tara. Cooper déclara à la police que lorsqu'il vivait chez Célestine, elle lui avait demandé de la nommer bénéficiaire de son assurance vie. Il lui avait fait croire que c'est ce qu'il avait fait. Peu de temps après, Charlie Pinchum l'avait attaqué. Il a déclaré que c'était Charlie qui l'avait poignardé, mais que c'était Célestine Payne qui le lui avait demandé. Cooper n'avait pas porté plainte parce qu'il craignait Pinchum. Il préférait oublier ce triste incident. Il identifia ce dernier sur une photo. Les policiers n'avaient pas de temps à perdre. Il fallait à tout prix retrouver ce suspect. Mais Eugene Cooper n'avait pas fini de faire des révélations. Il déclara à la police que Célestine avait allumé des incendies à maintes reprises dans sa maison pour réclamer de l'argent. Il déclara également qu'il avait déjà aidé Célestine à transporter un corps. Il ne s'agissait cependant pas du corps de Tara Carter. Il semblait y avoir bien des fantômes dans la maison de Célestine Payne. Eugene Cooper était convaincu que le décès du mari de Célestine, Alfonso, 4 ans auparavant, n'avait pas été accidentel. Alfonso Payne souffrait d'arthrite aiguë et d'hypertension. C'est sa femme, Célestine, qui prenait soin de lui. En 1991, on avait retrouvé son corps dans un champ à l'autre bout de la ville. On avait alors attribué son décès au fait qu'il était très malade et consommait énormément de médicaments. Sans doute, avait-on présumé, s'était-il égaré et écroulé d'épuisement au cours de sa promenade. Mais 4 ans plus tard, Eugene Cooper apprit aux policiers que c'est lui qui avait aidé Célestine et ses enfants à transporter le corps d'Alfonso à l'autre bout de la ville. Les déclarations de Cooper permirent à la police de réquisitionner le dossier médical et le rapport d'autopsie d'Alfonso. Il devint alors évident qu'il était bien trop malade pour sortir de son lit et encore moins pour traverser la ville. Le rapport d'autopsie indiquait que son organisme ne contenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits. Il y avait des doses massives de 5 sortes de tranquillisants et d'antidépresseurs, médicaments qui avaient été prescrits à Célestine.
Ces nouvelles données permettraient bientôt à la police d'obtenir un nouveau mandat de perquisition de la maison de Payne. En plus de l'assurance de son mari et des sommes touchées lors d'un incendie, Célestine était parvenue à en prendre une au nom de Eugene Cooper sans son consentement. Il était plausible de présumer qu'elle avait très bien pu tuer son mari pour toucher son assurance vie. La police découvrit également qu'elle en avait pris une sur la vie de Tara Carter. C'était plutôt étrange puisque Cooper et Carter n'avaient aucun lien de parenté avec Célestine Payne. Au moins, la police disposait d'un mobile du crime, mais pas assez de preuves formelles pour faire accuser Célestine de meurtre. Entre-temps, les policiers avaient réussi à retracer Charlie Pincham et à l'arrêter pour agression sur la personne de Eugene Cooper. Il finit par passer aux aveux, rejetant le blâme sur Célestine Payne. Les détectives lui demandèrent ensuite ce qu'il savait à propos du meurtre de Tara Carter. Il déclara qu'il était là et qu'il avait essayé de l'empêcher, mais que Célestine Payne l'avait tué. Il avait ensuite accepté de transporter le corps dans la voiture louée par Célestine. La police allait enfin pouvoir procéder à son arrestation. Les détectives retracèrent la voiture louée. Cynthia McSweeney examina le coffre arrière, mais ne découvrit aucune trace de sang. Mais elle n'avait pas terminé. Elle procéda à une nouvelle analyse du tissu sous la moquette et obtint cette fois des résultats différents. Quand j'ai examiné le tissu sous la moquette, j'ai obtenu un résultat positif. Je me suis dit que la personne qui avait nettoyé la moquette avait peut-être bâclé un peu le travail. L'analyse prouva que le sang était bien celui de Tara Carter. La présence de la victime dans le coffre d'une voiture louée par Célestine démontrait sa complicité. Malgré ces preuves, elle ne passa jamais aux aveux. Comme bien d'autres femmes meurtrières, elle croyait que sa condition la mettrait hors de tout soupçon. Mais le détective Michael Kossary n'était pas dupe. Célestine était une femme à l'esprit retors, une manipulatrice. Elle pouvait vous regarder droit dans les yeux et vous dire « Jeune homme, je n'ai pas commis ce meurtre » et réussir à vous convaincre. Vous savez, le genre « Je n'ai rien à voir dans tout ça, je n'aurais jamais pu faire de mal à quiconque ». Et elle se servait de ses enfants pour tuer des gens, dont leur propre père. Elle tuait ses amis, elle tuait des gens de sa famille. Elle était dangereuse. C'était une femme diabolique. Il semblait bien que Célestine ait transmis ses travers meurtriers à l'une de ses filles. Les détectives découvrirent que Wendy, qui avait pourtant prétendu être la meilleure amie de Tara, avait assumé son identité pour prendre une police d'assurance vie à son nom. Dès que la police d'assurance était entrée en vigueur, les jours de Tara avaient été comptés. La jeune femme se croyait en sécurité chez ses amis. Elle ignorait que la mort l'y attendait. Et la mort n'avait pas tardé à venir. Pincham reconnut avoir utilisé une barre d'acier pour commettre le meurtre. Il avait ensuite caché le corps de Tara dans le placard de sa chambre en attendant de s'en débarrasser. Les indices étaient si nombreux que Célestine Payne ne put les nier. Les taches de sang et le mobile financier l'impliquaient, elle, sa fille Wendy et Charlie Pincham dans ce meurtre. Confrontés à ces preuves, les trois accusés en appelèrent à la clémence. Célestine Payne et Charlie Pincham écopèrent tous deux d'un emprisonnement à perpétuité et Wendy fut condamnée à 28 ans de prison. Pour résoudre certains homicides, les détectives n'ont souvent pas à aller très loin. Mais le fait que le suspect soit parent avec la victime ne leur simplifie pas la tâche. Le meurtrier peut facilement brouiller les pistes. Heureusement, grâce aux différentes techniques judiciaires, les sombres complots de famille peuvent être révélés au grand jour.